D'abord, je vous remercie. Je remercie Hélène Pesquine, Sophie Carré, Philippe Clergeau pour l'honneur que vous me faites de cette prise de parole, qui est évidemment très difficile avec le terrain qui vient d'être brossé à l'instant et toute la journée. Donc, moi, je vais vous essayer de faire un bilan de ce que j'ai retenu en jouant au fond le candide, mais aussi parce que je viens de l'autre côté, je viens du côté de l'urbanisme, de l'architecture et non pas du côté des écologues. Donc forcément, je vais sûrement simplifier beaucoup et peut-être choquer un peu. En deux temps, d'abord, je vais essayer de dresser un bilan, puis ensuite un témoignage de ce que j'ai retenu, de ce qu'on pourrait faire émerger, et puis parler de ce que pourrait être la suite de BOM, effectivement, en évoquant ce travail de référentiel, et puis peut-être d'autres pistes de recherche. Alors, évidemment, comme moi je vois les choses de façon plus simple, j'ai une vision plus positive. C'est-à-dire que l'impression que me donne le projet BOM aujourd'hui, c'est d'arriver à une espèce de constellation, comme ça, de petits points lumineux de savoir qui, malgré tout, d'une façon, comment dire, pas toujours facile à monter en généralité, mais qui ne le prétendent pas non plus, mais vont contribuer, toutes choses égales par ailleurs, à un moment donné, à l'avancement de notre savoir en matière d'écologie urbaine. L'idée, c'est peut-être aussi de se dire que on peut se contenter de SPM, de savoir provisoire mobilisable. Je fais un petit acronyme, tout le monde en fait, je me suis dit, bon, voilà. Au fond, l'urbanisme, la ville s'est faite pendant des siècles sans écologie, l'écologie monte en urbanisme, c'est une couche de complexité supplémentaire, mais vraisemblablement, l'urbanisme dans sa pratique n'a pas besoin du niveau de scientificité auquel forcément la science prétend. Bon. Alors, j'ai essayé de, pour ne pas reprendre le travail dont je pensais que tu allais faire, projet par projet, j'ai essayé de dégager quelques thèmes qui m'ont paru des entrées un peu transversales aux différents projets de recherche. Et 4 d'entre eux, l'entrée par les espèces, c'est-à-dire les formes urbaines à travers ce que nous apprennent l'étude des espèces, les formes en elles-mêmes, la représentation de ces formes, et puis la question de la gouvernance. Quelques exemples de choses que, malgré tout, on a appris à travers ces recherches. On a des indicateurs phares, des espèces phares dont on a bien compris, par exemple ce matin, comment le ver de terre n'était pas que le ver de terre. Le ver de terre était symptomatique de la vie du sol, et la vie du sol est le lieu qui fait socle pour la biodiversité, qu'elle soit urbaine ou pas. Donc ça, en soi, pour des gens qui viennent de l'urbanisme, de l'architecture et du paysage, ça fait partie des choses qui vont se solidifier grâce à ce qu'on va faire dans cet ouvrage de vulgarisation. On apprend, par exemple, de la même façon que certaines espèces, si on les prend par niveau de mobilité croissante, des espèces végétales comme le plantain ou le trèfle, qui s'accommodent de la difficulté d'être en ville, soit effectivement en mourant, mais le plus souvent avec une adaptation en termes de plasticité ou en termes génétiques qui va être transmissible. Donc on s'aperçoit qu'effectivement, ces espèces qui résistent aux filtres de la ville, malgré tout, elles vont développer, en étant fixées et inféodées sur place, des capacités d'adaptation. Le savait-on avant ? Certainement les écologues, mais nous, les architectes et les urbanistes, le savions-nous ? Pas forcément. Je pense que ce niveau de savoir-là, si on arrive à le faire percoler, on aura avancé d'un pas. On apprend aussi que, d'une certaine manière, la richesse spécifique fait son affaire de l'anthropisation du milieu, sous réserve de sa gestion. Mais on a eu des mots intéressants ce matin avec le fait que
par exemple, en termes de temporalité, sur Trambiosol, le temps peut suffire. Le temps simplement appliqué à la ville peut suffire à restaurer des sols. Et donc là, on voit bien que s'ouvre aussi une question de recherche sur la temporalité de la ville, qui me semble avoir été un angle mort du projet de recherche BOM, mais j'y reviendrai. Les insectes pollinisateurs, par exemple, c'est pareil. L'insecte pollinisateur, il a cet avantage d'être aisément perceptible par tout un chacun, et en même temps, en aval, de parler d'habitat, et en amont, de remonter sur les communautés végétales qui contribuent à polliniser. Et donc en réalité, il n'est pas uniquement une espèce indicatrice, ce ne sont pas uniquement des espèces indicatrices, ce sont aussi des espèces clés de voûte qui peuvent faire lien et rentrer en contact avec la population, les démarches participatives. Donc ces éléments-là font partie de cette constellation, je pense. Je m'arrête là sur les espèces. Simplement, j'ai le sentiment qu'elles deviennent indicatrices dès lors que, et peut-être que je me trompe complètement, que j'interprète, mais j'ai l'impression qu'elles deviennent indicatrices dès lors que leur capacité de déplacement est en relation avec l'échelle des formes urbaines considérées. Par exemple, on le voit bien sur Morphobio, les oiseaux, les insectes volants nous parlent d'accessibilité et de ressources, mais évidemment, la granulométrie des formes urbaines n'est pas du tout la même quand on parle du trèfle, de la luzerne ou du ver de terre, qui, eux, sont quasiment des espèces fixées. Et donc là, pour parler de formes urbaines, ces espèces-là sont sûrement des indicateurs beaucoup moins pertinents. Donc, je ne voudrais pas rajouter de la complexité à la complexité, on en a déjà beaucoup, mais au contraire, peut-être commencer de certaines distinctions. Je change de registre. La question de la forme urbaine. Donc, évidemment, allons-y tout de suite. La forme urbaine en tant que lieu commun, c'était son grand enjeu, je crois, dans la question posée, la question de recherche posée. Je vais la relire, celle qu'on a posée le 12 février 2020, quand on a lancé la consultation. Comment concilier densification du bâti, organisation des constructions et déploiement dans la matrice construite de la ville d'un réseau d'espèces à caractère naturel, d'espace, propice à l'accueil de la biodiversité la plus riche possible. On sait à peu près ce qu'est la biodiversité. Philippe Clergeau l'a rappelé en introduction, avec ses 3 niveaux et son fonctionnement. On sait qu'on ne sait pas ce qu'est une forme urbaine. On le savait dès le départ. On avait proposé d'en faire un axe de recherche qui aurait pu participer, une épistémologie de la forme urbaine qui aurait pu participer de ce programme de recherche. On a finalement choisi, et sûrement à juste titre, de ne pas le faire pour garder au programme sa cohérence avec un travail de terrain, de modélisation et de lien avec la ville. Donc, mais du coup, cette question de qu'est-ce qu'une forme urbaine, ça nous revient en permanence. Et François-Marie Martin aura besoin, à un moment donné, d'éclaircissements sur cette question-là. Pour autant, l'idée de la forme urbaine, c'est d'avoir des lieux communs, d'avoir des choses... Qu'est-ce que c'est qu'une forme? C'est quelque chose qu'on perçoit. Et il y a des choses qu'on perçoit immédiatement. On voit tous, quand on imagine ou quand on pense à une forme urbaine, on voit tous une bastide du XIIe ou du XIIIe siècle, ou une forme aisément, un quadrillage urbain américain. On a tous des clichés qui arrivent, un schéma de lotissement. Bon. C'est ça l'intérêt de la forme urbaine, c'est que tout le monde peut s'y raccrocher. Alors évidemment, du coup, on a quand même eu quelques résultats qui ne sont pas des innovations, ou en tout cas des découvertes du projet BOM, mais le pavillonnaire est revenu à maintes reprises comme une des formes urbaines qui favorisait manifestement en termes de richesse, en termes d'espèces et en termes d'abondance d'individus, la biodiversité. Les grands ensembles, et là il y a peut-être d'une certaine manière une avancée aussi, c'est-à-dire que dans Morphobio, cette avancée sur l'intérêt des espaces ouverts, que les modernes avaient bien pensé comme ça, vis-à-vis de la vie faune, a été marquée. Et puis là, dans la discussion, une forme qui n'a pas été étudiée, mais qui est celle des macrolots, et qui était intéressante, c'est-à-dire que les macrolots, qui d'un côté se décrivent, et on les connaît tous en ces termes, comme des monstres, en réalité des monstres urbains fragmentés en termes de support à la biodiversité, mais qui au contraire
pourraient être de formidables opportunités de fabrication de micro-écosystèmes à l'échelle urbaine. Alors, cette question des formes urbaines, l'écologie entrant en urbanisme, il était normal que, évidemment, elle pose la question. Aujourd'hui, on comprend qu'il n'y aura pas de format, il n'y aura pas de forme idéale, qu'il y aura peut-être une issue avec ces associations, ces typologies d'alliances équilibrées qu'a ouvert Morphobio, mais peut-être aussi, et là on revient dans cet angle mort, que ces formes urbaines, on ne peut pas les envisager globalement, comme on le pensait. Peut-être qu'au fond, c'est une chimère qu'il s'agit de se contenter de caractériser et de compléter avec la dimension temporelle qui, encore une fois, m'a semblé manquer. J'en viens justement maintenant à la question de la représentation. Alors, on a une entrée qui est revenue à maintes reprises, qui fait un peu socle à cette recherche, qui est celle du gradient par la volumétrie bâtie, du gradient d'urbanité. François-Marie Martin l'a reprécisé, j'y reviens pas. Mais, par exemple, dans un programme comme Réamur, moi j'ai été frappé par les ratios qui ont été énumérés. Et cette approche par ratio, avec... je peux en donner quelques-uns, ratio du nombre de bâtiments par la longueur des rues, ratio entre le volume bâti et les surfaces de l'îlot, ratio entre espace ouvert et longueur des rues. Ce type de ratio, un écologue peut les utiliser, un architecte, un urbaniste aussi. Ce qu'il nous faut comme indicateur pour pouvoir travailler en phase de projet, voire en phase de programmation, c'est des indicateurs, des ratios qui permettent de mesurer les choses. Mesurer des choses en commun, pouvoir partager de la mesure en commun. Ça me semble une piste, une posture importante dans la réalisation de cette synthèse. Si on entre par la fonction, là aussi on était un petit peu dans l'angle mort. La fonction des espaces urbains considérés, elle n'a pas vraiment été prise en compte. C'est-à-dire qu'on a du lotissement, on a de l'habitat, on a écarté l'urbain très dense dans certains projets, mais le rapport forme-fonction urbaine qui peut caractériser la ville périphérique avec les zones industrielles, les zones commerciales, les zones d'habitat, là il me semble qu'on a un trou. Bon, mais pour autant, on a quand même avancé sur la question du pavillonnaire. L'entrée par le cadastre, Burevex a fabriqué des classes par catégorie commune qu'il a déterminées statistiquement. Pour autant, par exemple, un projet comme Réaumur a montré que la biodiversité entre jardin public et jardin privé, en tout cas pour les insectes pollinisateurs, n'était pas forcément très différenciée. Donc, on peut avoir le sentiment qu'on n'a pas appris grand-chose, mais en réalité, on peut aussi apprendre que cette entrée-là n'était pas féconde. Tu vois, c'est aussi parmi les enseignements, je crois, du projet BOM. C'est-à-dire qu'il y a des enseignements en creux, des choses qu'on a tentées et qui n'ont pas forcément marché. L'entrée par les outils de représentation. Parce qu'en fait, une forme, on l'aperçoit. Certaines formes complexes, comme les formes urbaines, on les perçoit à travers un certain nombre d'outils. Et puis surtout, ensuite, on les représente. Et entre la forme et la représentation, on peut même dire que dans bien des cas, la représentation, c'est ce qui nous permet d'avoir conscience de la forme. Alors là, on voit bien que les écologues manipulent des outils qui sont les leurs, avec souvent un haut niveau de scientificité, avec l'appel à des outils performants. On voit souvent revenir le logiciel Graphab, des outils statistiques, des outils qui finalement vont permettre de fabriquer du savoir, mais qui ne seront pas ceux de l'opérationnel. Donc, effectivement, dans ces outils de représentation de la forme urbaine, là, je me retourne vers Morphobio, effectivement, il y a une ouverture, sûrement d'une nécessité, et qui n'est peut-être pas une nécessité de recherche, qui est peut-être une nécessité de projet et de participation de chercheurs successivement à des projets opérationnels. Je ne suis pas certain que de façon autonome, on puisse faire avancer le savoir sur ces questions de représentation, indépendamment de la production de la réalité opérationnelle.
Bon. Un dernier mot sur la gouvernance, peut-être. Je reviens sur la trame brune du premier projet de trame biosol, où on voit bien la nécessité qui est faite aujourd'hui d'utiliser les outils de la gouvernance pour pouvoir agir sur la forme urbaine. Les outils réglementaires, le rôle central des PLU et des PLUI, des schémas d'aménagement. On voit bien que dès qu'on a des difficultés, on l'a vu avec Biorevex, dès qu'on a des difficultés avec les acteurs locaux, eh ben, les choses se compliquent immédiatement dans la prise en compte de la biodiversité. Et donc, la gouvernance, c'est essentiel, forcément. Et elle va être essentielle dans le rapport aux ZAN. Donc, ça me paraît être un des axes, là aussi, d'enseignement de BOM. Pour finir, ce que BOM appelle d'abord en termes de transfert de connaissances. Je crois que la clé, je le redis, je crois que la clé, c'est de travailler sur des valeurs, des lieux communs, des modes de représentation communs, des critères de caractérisation et des formes et de la biodiversité qui soient partageables. Ça peut être cette partageabilité interdisciplinaire, ce qu'on attend de la forme, qui au fond, qui est une espèce de Graal introuvable, parce qu'en fait c'est une chimère faite de 1000 composantes qui en plus varient en fonction des échelles et des temporalités, donc on ne la trouvera pas, cette forme. Je crois que BOM nous apprend un petit peu ça. Mais par contre, ce que BOM nous apprend aussi, c'est qu'on peut pointer des étoiles, c'est-à-dire on peut pointer des points que l'on va avoir en commun, et ça peut être notre guide pour la fabrication de ce référentiel. Principalement ça. Ensuite, 3 propositions de recherche. J'ai l'impression que, là je sors complètement du cadre de BOM, mais en écoutant certaines réactions d'acteurs de la vie locale, aujourd'hui et par ailleurs dans l'actualité, où on entend parfois dire ça c'est la vraie vie, ça c'est la vraie vie, voilà. On est confronté à des logiques économiques, à des logiques d'aménagement qui sont la vraie vie alors que la biodiversité ne le serait pas. Moi j'ai l'impression que ce qui manque au projet BOM, c'est un programme de recherche en amont, par ailleurs, qui fasse le point sur cette partie des services écosystémiques apportés par la biodiversité urbaine en termes de santé publique. On sort de 2 ans où on s'est tous trimballés avec des masques. J'ai l'impression, et Hélène Soubellé était plutôt de cet avis, qu'effectivement la biodiversité est un facteur de santé publique important sur du long terme. Et j'ai l'impression que pour armer le ressort de la nécessité de la biodiversité en ville, de sa nécessité vitale, voire économique, il manque là une dimension en recherche qui permettrait de légitimer complètement un projet de recherche comme BOM. Ensuite, la question du temps. Effectivement, on a travaillé sur la forme, on a cherché des formes, on a trouvé des caractéristiques, on a trouvé des indicateurs de forme, on n'a pas trouvé des formes, mais on a bien vu qu'à plusieurs reprises, la question de la temporalité de ces formes, c'est vrai qu'à quelle vitesse se reconstitue un technosol après des travaux, Trambiosol par exemple est parti sur 30 ans, mais c'est vrai que qu'est-ce qui se passe dans les années précédentes? Et puis si on fait un focus sur ces questions-là, eh bien, on va voir apparaître, j'imagine, encore une strate de complexité très importante sur le vieillissement du bâti et sur l'évolution de cette biodiversité, mais on aurait tort de considérer la biodiversité comme urbaine, comme ailleurs, comme une constante. C'est quelque chose en mouvement. Donc là, il y a un sujet qui n'est pas clair du tout sur la temporalité urbaine, sur les temporalités urbaines. Mais on est quand même au Muséum d'histoire naturelle, et donc il y a un sujet d'histoire naturelle urbaine sûrement à creuser.
qui est un second axe de recherche. Et puis un troisième, et je finirai là-dessus, la biodiversité et son fonctionnement en ville, qui apporte ses services écosystémiques, quelque part, à l'échelle des problèmes qui nous sont adressés aujourd'hui, changement climatique, îlots de chaleur urbain, notamment, risques en tout genre, on est dans le soin. On est dans la restauration d'un fonctionnement qu'on a quelque part fortement altéré. On est dans la compréhension de ces nouveaux fonctionnements des socio-écosystèmes anthropisés. Mais si on n'arrête pas de taper sur une plaie ouverte, il y a peu de chances que les services apportés par la nature en ville soient effectivement rendus, puisque la ville va effectivement se densifier, va effectivement continuer de générer ses propres maux. Peut-être là, y a-t-il, à une autre échelle, un autre sujet de recherche sur des effets de seuil, seuil d'étalement urbain, seuil de densité, seuil de population et de pression anthropique, ce mot est sorti plusieurs fois, qui font que, au-delà de ces seuils, on bascule vers d'autres systèmes urbains et vers d'autres nécessités, et peut-être qu'il faudrait, pour compléter BOM, un grand programme de recherche sur l'aménagement du territoire, sur une planification écologique. Alors, j'ai cherché un acronyme, là aussi, planification urbaine écologique, ça sent pas très bon, donc il vaut mieux faire planification écologique urbaine. Mais en tout cas, je crois qu'il y a un sujet à l'échelle du territoire, c'est-à-dire que la question de la biodiversité en milieu urbain ne peut pas s'envisager sans que la ville, dans son étalement, dans sa prégnance, dans son impact sur l'ensemble des écosystèmes, ne soit réenvisagée plus globalement à l'échelle du territoire. Voilà ce que j'essayais de traduire de ce programme. Merci Xavier.